Cerno, une anti-enquête. Épisode 84. 3, 2, 1. On est samedi matin et je suis à Pantin, près de Paris. Alors je voudrais avant tout vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère que tout se passera bien pour vous. Et je vous remercie d'avoir patienté pendant tout le mois de janvier. J'avais vraiment besoin de me reposer et de prendre de la distance avec cette affaire qui est très présente dans ma vie, qui me passionne, qui me demande beaucoup de travail. Mais c'est aussi une histoire très triste. Donc il y a des moments où je dois vraiment couper. Et vous allez voir que souvent, malgré moi, cette histoire me rattrape. Alors je vous explique pourquoi je suis à Pantin. Il m'est arrivé quelque chose d'absolument incroyable. Au moment où j'enregistre, on est le 8 janvier. Ça fait une semaine que j'ai fêté le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et j'ai été invité à une soirée chez des amis d'amis. J'ai une amie qui s'appelle Zazie Tavissian, qui a d'ailleurs réalisé un podcast sublime que je vous conseille d'écouter, qui s'appelle « À la recherche de Jeanne ». Et Zazie m'a invité à passer le réveillon chez des amis de son copain Paolo, qui habite aussi Pantin, qui s'appellent Irène et Mirail. Je les avais jamais vus et ils avaient, je pense, jamais entendu parler de moi ou de mon podcast. Et donc j'ai accepté, j'ai passé une très bonne soirée. J'ai un peu discuté avec Mirail et beaucoup plus avec Irène. Ce soir-là, je lui ai posé beaucoup de questions. Et à un moment, je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Elle m'a répondu et puis elle m'a renvoyé la question. Et je lui ai expliqué que je faisais un podcast sur une vieille affaire criminelle. Et là, elle m'a pas laissé finir, elle m'a même pas demandé sur quelle affaire criminelle je travaillais. Et elle m'a raconté quelque chose d'incroyable. J'en reviens toujours pas. Alors j'avais pas mon enregistreur sur moi, parce que c'était le réveillon. Mais j'ai demandé à Irène et Mirail si je pouvais repasser chez eux, avec mon enregistreur cette fois, pour qu'ils vous racontent eux-mêmes cette histoire complètement folle. Donc, on est samedi matin, il est 11h. Il fait très froid et je sonne chez eux. Allez hop, on se boit un petit pont. Oh oui, Minou. Je dis, mais si je faisais une soupe de champagne. Rebonjour, chère madame. Elle avait un vieux manteau en poil de chameau. Qu'est-ce qu'on mange ? Pickersprung. Visperbrot. Quelle ambiance. On va aller prendre un café. Moi, j'aime bien la morue. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? On s'est pas occupé du camp dira-t-on, hein, Bernard. Tu veux un chouette ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire Pas bu de la vidasse. Bonne santé, hein. Cerno. Salut. Ça va Irène ? Oui, ça va et toi ? Ouais, salut Mirail. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, super. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. C'est dingue, cette histoire. Bah ouais. Le hasard. J'enlève mon manteau. Vas-y, papa. Est-ce que tu veux un café, un thé qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Un café, Un café. volontiers. On va s'asseoir ? Ouais, Vous super. me racontez ? Oui, c'est ça. Hop. Tu prends Merci. du sucre ? Non, merci. Et Non. du chocolat si tu veux. C'est bon, merci, je prends un café. Est-ce que je peux vous demander de vous décrire physiquement ? Alors moi, peut-être mon trait le plus particulier, c'est que je suis rousse. Voilà, aux yeux bleus, la peau claire forcément, des taches de rousseur. Je mesure 1m68, voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. Et ton caractère ? Mon caractère, je suis assez enjouée, assez joyeuse comme personne, je crois. Hein. Tu veux nous dire quel est ton travail ? Alors moi, je suis maîtresse de conférences à la Sorbonne, donc je travaille en littérature comparée, donc enseignante chercheuse, quoi. Voilà, j'aime beaucoup lire et la littérature et tout ce monde-là, quoi. Toi, Mirail, tu es monteur. Oui, je fais du montage vidéo, ouais. Alors, j'ai 1m73, je suis brun, j'ai les yeux bleus, je suis plutôt mince, moyennement mince, quoi.
J'ai une barbe, voilà. Je suis très calme, assez en retrait, mais bon aussi tout autant, enfin joyeux, de bonne humeur, enfin léger d'esprit et tout. Quoi dire d'autre, je sais pas. Tu es roumain ? Oui, je suis roumain. Ouais. Je viens du sud, d'une ville qui s'appelle Craiova, et je suis en France depuis 2008. D'accord. Et ça se passe bien ? Oui, très bien, ouais, super. Ouais. Donc là, on est chez vous à Pantin. Là, on est chez nous à Pantin. Et voilà, on est là depuis juste après le premier confinement, puisqu'on a déménagé en mai, 2 jours après la fin du premier confinement, quoi. D'accord. Donc vous êtes dans le centre de Pantin, vous vivez tous les deux avec vos 2 chats. Voilà, c'est ça, avec Jinko et Alba. En fait, on avait trouvé cet appart juste avant le confinement. Ce qu'il y a, c'est que un peu avant le confinement, on s'est dit on va s'installer ensemble. On a commencé à chercher des appartes dans les 2 semaines, 3 semaines qui ont précédé le confinement. On a vu celui-là, on le voulait, etc. Et puis il y a eu le confinement. D'accord. Et donc quelques jours après le début du confinement, l'agent nous rappelle, nous dit c'est bon, votre dossier est passé, l'appart est pour vous, mais il faut attendre qu'on soit déconfiné pour que vous puissiez vous installer. Donc vous avez dû... Voilà, on a dû se confiner dans Paris et dans évidemment un logement beaucoup plus petit qui était celui de Mireille puisqu'on vivait séparément donc, et pas se confiner ici alors qu'ici il y avait le balcon, il y avait plein d'avantages quoi, ça aurait été génial mais bon c'est comme ça. Donc toi tu avais ton appart, Mireille avait le sien. Moi j'avais mon appart à Montreuil, Mireille avait le sien dans le 11e. Et comme le sien était un tout petit peu plus grand que le mien, on a décidé de se confiner dans le sien. Et voilà. Et on a passé tout le confinement là-bas. Et c'est de là qu'on s'est mis à parler dans la soirée du sujet qui t'intéressait. Complètement par hasard, quoi. Alors voilà, donc le soir du réveillon, il était peut-être 2h du matin. On était devant la porte là du salon. Je te demandais ce que tu faisais, tu m'as répondu. Et tu m'as renvoyé la question, tu m'as demandé ce que je faisais moi. Et je t'ai dit que je travaillais sur une vieille affaire criminelle. Voilà. Et là, tu m'as dit, voilà, est-ce que tu peux me dire ce que tu m'as dit à ce moment-là ? D'accord. Moi, depuis que j'allais voir Mireille chez lui, depuis que notre histoire avait commencé, quand je dormais chez lui, il y avait certains moments où, notamment le soir quand je m'endormais ou le matin quand je me réveillais, je sentais une présence... pas du tout sympathique, qui s'asseyait sur le lit. Et ça n'arrivait que lorsque Mireille n'était pas dans la chambre. Donc quand Mireille était dans le salon et moi je dormais encore, ou je dormais déjà, je sentais comme ça quelque chose qui s'asseyait sur le lit. Et je sentais que c'était une présence masculine, un homme relativement jeune, enfin pas un vieil homme, quoi, voilà, qui s'asseyait et qui était hostile, enfin un truc très désagréable, quoi. C'est dingue. Et ça t'arrive souvent, ce genre de choses ? Non, justement, ça m'arrive absolument jamais. Donc j'étais quand même très très surprise. Et je n'en avais jamais parlé à Mireille parce que voilà, on était au début de notre histoire et puis j'avais pas envie de lui dire dans ton appart il y a un truc chelou. Enfin, c'était pas forcément très sympathique. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes ensemble. Voilà, c'est ça. Et puis au bout d'un certain temps que je sentais ça et surtout que ça m'angoissait parce que du coup je sursautais un peu et tout ça, je lui en parle. Et là, il me dit que ça lui arrive aussi. Que lui aussi, dans le lit, à certains moments, il sent une présence bizarre qui s'assoit aussi, c'est ça que tu disais ? Qui s'assoit sur lui. Pour moi, c'était une présence féminine, enfin une personne âgée en fait, mais qui restait plus ou moins devant la porte en fait. À l'endroit de la porte, ça avançait pas vers le lit, mais c'est quelqu'un qui me regardait quoi. Qui me regardait pendant que j'étais au lit, dans le lit quoi. Et je pense que c'est venu comme ça a commencé à se définir au fil du temps, j'ai l'impression, cette image. C'est peut-être pas si évident au début, mais cette silhouette-là que j'ai en tête, ça s'est défini au fur et à mesure. Est-ce que tu peux la décrire, cette silhouette ? En fait, il y a des images. Je ne vois pas le visage. Je sais juste que c'est une sorte de vieille dame, c'est une sorte de silhouette noire. On voit une dame recroquevillée
assez âgé, quoi, on va dire 80 ans, quelque chose comme ça. Recroquevillé. Oui. Devant la porte, je suis dans le lit et elle me regarde à l'entrée de la pièce, quoi. Parce que toi, du coup, tu avais emménagé dans cet appartement quand ? J'avais aménagé 2 ans auparavant, je crois. Et comment tu l'as trouvé cet appart ? C'était quel genre d'appart ? C'était où ? C'était un appart ancien, au 66 rue de la Fontaine-au-Roi, donc dans le 11e. C'était un immeuble ancien, très charmant, avec des poutres, bien agencé, très lumineux. Donc c'était pas du tout un appartement qui avait des énergies, on va dire, négatives, quoi. C'était juste ça, à un moment donné, j'ai senti ça. C'était même pas au début, c'était vers la fin, j'ai l'impression que j'avais commencé à sentir cette présence, quoi. Donc c'était un 2 pièces, d'après ce que je comprends, dans l'ancien. À quel étage ? Au 2e ? Ouais, 2e. Et vous croyez aux fantômes ? On est assez rationnel. Après, moi, ça m'arrive j'ai une maison dans l'Aveyron, perdue dans les bois, où je sens quand même des présences, qui sont là. Mais en général, ça m'arrive pas. Par exemple, ici à Pantin, depuis qu'on est installé, je sens rien du tout. Ça nous est jamais arrivé de sentir la moindre présence quand on s'endort ou quand on se réveille. Et ça me l'a fait exclusivement dans son appartement, quoi. Et toi, Mihai ? Tu moi, crois aux fantômes ? Moi, je suis peut-être légèrement encore plus sceptique que toi, mais pareil, dans l'Aveyron aussi et dans cet appart aussi, j'ai senti ça et j'ai essayé de traiter ça de manière la plus rationnelle possible, mais je peux pas nier que c'est ce que j'ai senti, quoi. C'est-à-dire cette présence. Et donc toi, tu sens, Mihai, une présence féminine, une vieille dame, et toi, une personne masculine, un jeune homme. Et vous en parlez ensemble ? C'est ça, au bout d'un moment, moi je dis quand même à Mihai, il y a un truc bizarre dans ton appart, je sens une présence. Et là, il me dit moi aussi. Et donc je me dis, je suis pas folle quand même, Et je lui dis, moi je sens un jeune homme qui s'assoit carrément sur le lit. Et tu m'as dit, c'est hyper flippant. Et tu m'as dit, effectivement, oui, moi je sens plutôt une présence à l'entrée de la chambre. C'est plutôt peut-être une vieille dame. Enfin, tu savais pas trop, mais c'était plus ou moins ça. Donc c'est assez précis quand même. Oui, ce qui est étonnant quand même. Enfin, ça peut arriver d'aller dans des lieux où on sent qu'il y a un poids ou que c'est qu'il y a un peu des présences, ça peut arriver, mais on peut pas dire aussi précisément il y a un homme qui s'assoit sur le lit. Enfin, là, c'était vraiment très, très précis, quoi. Et pourtant, l'appart avait pas des mauvaises vibrations. Enfin, on se sentait bien dedans, mais il y avait quand même ça. Et puis, après, le confinement démarre. Et au bout de quelques temps, il y avait... En fait, c'est un appartement qui donnait sur une petite courette, entourée par plein d'autres appartements. Et du coup, il y a toute une solidarité entre voisins qui commence à se mettre en place. Ils font des apéros à l'air libre dans la cour. Ils font des cours de sport, ils font des cours d'anglais. Enfin, ils organisent toute une vie dans la cour qui était quand même assez chouette et qui nous a bien aidés à passer le confinement. Et un jour, lors d'un de ces apéros pique-nique où tout le monde amène un truc à manger, etc., on rencontre une très grande partie des voisins, quoi. Et dont une dame âgée qui se présente comme étant la doyenne de l'immeuble, qui avait 80 ans ou un peu plus, dans les 80, quoi. Et puis, au fil de la discussion, les voisins nous disent « Vous êtes bien dans votre appart, ça va, etc. » Et nous, on leur dit « Oui, on est super bien. » Et là, on commence à rire. On leur dit « Il y a juste un truc bizarre, c'est qu'on sent ces présences, etc. » Et que c'est un petit peu quand même étrange maintenant qu'on est confiné. Parce que quand on n'était pas confiné, on fait notre vie dehors, on revient. Là, en étant tout le temps confiné dedans, ça devenait un peu plus désagréable, en fait. Parce qu'elle venait toutes les nuits, cette présence ? Non, elle venait pas toutes les nuits. Non. Moi, c'était vraiment uniquement quand Mihai n'était pas dans la chambre et dans des moments comme ça, d'entre-deux, entre l'endormissement et le réveil, vraiment, là, bim, je sentais le poids sur le lit, quoi. Pour moi, c'était exactement pareil. C'était vraiment le même contexte. Quand j'étais seul, en train de m'endormir, seul dans l'appartement, il y avait cette image derrière moi, quoi. Enfin, cette silhouette.
Donc vous êtes dans la cour avec vos voisins, ils vous demandent si ça se passe bien, et vous en profitez pour leur dire que, en fait, vous leur racontez, quoi. C'est ça, on leur dit ça se passe très bien, mais on sent ça, c'est quand même bizarre. Et là, la doyenne réagit tout de suite, parce que c'était une dame âgée, mais qui était ultra sensée, hein, vraiment toute sa tête, hyper claire, hyper drôle, enfin voilà. Et là, elle nous dit, dans cet appart, il y a eu un meurtre, en fait. Donc nous, on tombe complètement des nues, on se dit, ah oui, d'accord, on est un peu quand même... un peu écœuré parce qu'on se dit on est confiné dans un appart où il y a eu un meurtre, on trouve ça assez horrible et tout. On lui dit mais quel meurtre, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, et là elle nous dit c'est une vieille dame qui s'est fait assassiner dans cet appart. Alors je crois pas qu'elle nous donne une date ou une période, hein. Elle dit que ça remonte quand même un peu, que c'est pas récent. Et qu'elle a été assassinée par un homme relativement jeune qui a assassiné beaucoup de vieilles dames dans Paris. Elle nous dit qu'il a assassiné plein de vieilles dames, dont cette dame-là. Voilà. Et donc nous, on était assez choqués quand même. C'est-à-dire, comment vous avez reçu l'information ? C'est ça, c'était le fait d'habiter dans un lieu où il s'est passé quelque chose d'aussi sordide, en fait, qui nous faisait très bizarre. Et après, l'apéro pique-nique, là, quand on est remonté dans l'appart, on se disait, voilà. J'ai trouvé ça plutôt drôle, quoi. J'ai essayé de le prendre un peu à la légère, ne pas me laisser affecter par ces genres d'histoires. Parce que de toute façon, pour l'instant, c'est que des rumeurs, on peut pas, on sait pas exactement ce qui s'est passé et tout, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on pouvait rien vérifier, de toute façon on était obligés de rester là, donc au bout d'un moment on s'est dit voilà. Mais en revanche, ce qu'on s'est dit quand même, tous les deux, c'est ça explique les présences qu'on a senties, parce qu'on s'est dit, moi je sentais la présence d'un homme, lui il sentait la présence d'une vieille dame, c'était quand même, si ça collait parfaitement avec l'histoire de la doyenne. Donc là on s'est dit ça doit être eux qu'on sent, qui reviennent sur le lieu du crime, ou je sais pas, on a accepté cette hypothèse en fait, hein. Et voilà, et on a continué à être confinés, puis on savait aussi qu'on allait partir, qu'on allait s'installer ici à Pantin juste après le confinement. Donc voilà, ça s'est bien passé, mais ça nous a fait un peu bizarre, ouais. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, en fait ? Elle vous a donné des détails, cette voisine ? Non, je crois qu'elle a dit qu'elle a été assassinée, qu'elle avait dit qu'en plus c'était pas un assassinat, que ça avait été assez sordide, quoi. Je crois que c'est ce qu'elle avait dit, que ça avait été assez violent comme assassinat, et c'est tout ce qu'elle a dit, en fait, hein. Après, on n'a pas non plus creusé énormément. Peut-être que sur le moment, on n'avait pas très envie non plus d'avoir plein de détails parce que on allait devoir continuer à vivre dans l'appart. Donc, voilà. Et je crois qu'à l'époque, elle nous avait parlé de peut-être la personne suivante qui avait habité ou la personne qui avait habité avant nous. Elle avait bifurqué vers autre chose et on n'avait pas su grand-chose de plus, en fait, hein. Non ? Non. J'ai pas beaucoup de... Non, c'est tout ce qu'elle avait dit, quoi. Et vous, après, vous avez continué à ressentir une présence ou... Oui, moi j'ai continué à la sentir, ouais, ça a rien changé. Et toi ? Oui, pareil. Et du coup, psychologiquement, donc toi, t'as essayé de prendre ça à la légère, mais j'imagine qu'après, c'était plus pareil, quoi. Quelque part, moi, je pense que je pourrais plus dormir dans une pièce comme ça, sans pouvoir imaginer, superposer des images. En fait, ça dépend, parce que je crois qu'il y a des degrés sur les différentes énergies. On a senti des énergies qui sont plus ou moins menaçantes, et là, c'était pas tout à fait le cas, c'était juste une présence qui était là, donc c'était pas forcément quelque chose qui nous faisait peur, quoi. Pour moi, c'était quelque chose... c'était une présence, mais je vivais avec, quoi. Je me sentais pas du tout menacé, en fait. Moi, en fait, déjà, la présence que je sentais était beaucoup plus menaçante que toi. Mais moi, l'homme qui s'asseyait sur le lit, il était... il me mettait en danger, en fait. J'avais vraiment peur. Et chaque fois, je me réveillais, entre guillemets, parce que je dormais pas vraiment, mais dans une sorte de sursaut d'angoisse. Donc ça, c'était pas très agréable. Heureusement, c'était pas du tout tous les jours, hein. Et du coup, ça a pas changé. En fait, je dirais même que le fait d'avoir l'explication, ça a un peu éclairci les choses, et ça a rendu les choses moins horribles, parce que je me disais, c'est sûrement...
la présence de cette personne-là, voilà, je sais ce qui s'est passé et ça me permettait de mettre d'une certaine manière une explication dessus, donc c'était pas forcément pire. Après, moi j'ai pensé, comme je suis littéraire, j'ai pensé à Raskolnikov qui tue la vieille dame dans Crime et Châtiment, enfin je pensais au début du Crime et Châtiment et de Dostoïevski. Voilà, Dostoïevski et tout ce que ça implique, donc j'avais un peu les images en fait du crime telles qu'elles sont décrites dans Crime et Châtiment. Mais bon, après, dans Crime et Châtiment, il y a toute l'histoire, il y a la rédemption. Donc, du coup, je pense que ça m'a aidé à dépasser aussi ça. Et puis, il faut aussi quand même imaginer que c'était pas une chambre d'hôtel dans laquelle on vivait pas. Et puis, on aurait su ça, on aurait pris nos valises et on serait partis. En fait, on vivait là depuis super longtemps. On avait nos habitudes, notre bien-être, pendant le confinement, tout notre côté cocooning et tout. Donc tout ça, c'est resté en fait. Et ça a fait qu'on a continué à vivre bien dans l'appart. Et puis aussi, de toute façon, on n'avait pas le choix. Mais même si on avait eu le choix, on serait resté là jusqu'à déménager, je pense. Et vous avez déménagé quelques temps après. Voilà, on a déménagé 2 jours après, même le lendemain de la fin du confinement. Donc cette histoire te renvoie à Crime et Châtiment. Crime et Châtiment, c'est l'histoire d'un jeune homme qui tue une vieille dame, une usurière. Oui, là oui. Là, le jeune homme qui tue une vieille dame, un peu sans trop savoir pourquoi. La présence qui revient hanter, en fait, c'est surtout ça, parce que dans Crime et Châtiment, c'est quand même le récit de ce qui se passe en Raskolnikov après qu'il a tué cette vieille dame, et c'est tout ce chemin très 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 long jusqu'à une forme de rédemption, et donc le fait qu'on sente une figure qui revient sur le lieu du crime, c'est-à-dire qu'il finalement s'en sort pas avec ce crime qu'il a fait et peut-être avec d'autres, oui, ça m'a tout de suite fait penser à Dostoïevski, là pour le coup, c'était immédiat. Donc quand votre voisine vous a raconté cette histoire, ça prouvait aussi que vous n'étiez pas fou. Bah oui, là en fait on s'est regardé, on s'est souri et on s'est dit ok, voilà, ça explique un peu tout quoi. Et ça veut dire aussi que les fantômes existent. Oui, là c'est vrai que c'était quand même assez déstabilisant parce que ça collait parfaitement, chaque présence qu'on avait ressentie collait avec un des personnages du réel quoi. Est-ce que vous avez fait des recherches ensuite sur l'affaire ? Oui, moi je suis allée direct sur internet. Puisqu'elle a dit que c'était un homme qui avait tué beaucoup de vieilles dames, je me suis dit on va le trouver sur internet. Tueur en série de vieilles dames, j'ai fait une recherche et je suis tombée sur un tueur en série, je sais plus comment il s'appelait maintenant, qui avait tué un sacré nombre de vieilles dames, et sur la page Wikipédia, il y avait toutes les adresses. Et en fait, j'ai cherché s'il y avait 66 rue de la Fontaine-au-Roi, et ça n'y était pas. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre. Sur le moment, ça m'a fait un peu douter. Je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait des meurtres dans le 11e, en revanche, mais pas à cette adresse précise. Et je me suis dit, est-ce que cette doyenne de l'immeuble, elle affabule, ou est-ce qu'elle nous parle d'un autre immeuble dans le 11e, ou que sais-je ? Puis je me suis dit non, ça colle quand même avec tout ce qu'on a ressenti, c'est peut-être un autre tueur en série qui n'est pas répertorié, c'est peut-être des meurtres qui sont pas répertoriés, j'ai supposé aussi. Et voilà. Et après, j'ai arrêté les recherches, quoi. Mais j'ai fait une petite recherche sur le moment, ouais. Alors, ce tueur dont elle parle, l'assassin des vieilles dames, donc c'était un type qui s'appelait Thierry Paulin, qui a tué entre 1984 et 1987. Il est mort du sida en prison en 89. Il a tué d'abord 10 vieilles dames avec un complice, Jean-Thierry Mathurin, et ensuite il a tué seul. Il y a une vingtaine de victimes qui sont répertoriées, et on dit qu'il aurait tué peut-être beaucoup plus de personnes, c'est entre 30 et 40 femmes, ce qui ferait de lui le plus gros tueur en série français. Moi, quand tu m'as donné cette adresse, rue de la Fontaine-au-Roi, ça m'a rien évoqué, parce que moi je connais parfaitement l'histoire, parce que je travaille dessus depuis 2-3 ans. Je connais pas cette adresse. Et j'ai cherché en rentrant chez moi sur Wikipédia et tout, et j'ai pas trouvé. Donc voilà. Et donc je me suis dit, est-ce que ça fait partie des victimes non répertoriées ? Et hier, je suis tombé sur l'adresse 66 rue de la Fontaine-au-Roi. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Incroyable. Par hasard, hier. Wow.
En fait, je suis tombé par hasard vraiment sur un document. Je cherchais un truc dans un dossier que m'a laissé le commissaire qui travaillait sur l'affaire à l'époque. Et j'ai vu un bout de tableau, je vais vous montrer. C'est du théâtre, elle dit. Ah ouais. Voilà. 66 rue de la Fontaine-au-Roi, Paris 10e. En fait, c'est le 11e. À l'époque, peut-être. Refait, appartement vendu, refait et transformé par son nouveau propriétaire. Propriétaire, mademoiselle Medjeber Halima. Et il n'y a pas le nom de la victime ? Eh ben, j'ai mal photocopié. Hélène ? Croze, Peut-être. 77 ans. C'était le 21 juin 86, les faits. Je pense qu'il y a écrit Croze Hélène, veuve Frexès. Je me demande si elle avait pas dit que c'était en 86, la doyenne. C'est fou, cette histoire. Ouais. C'est incroyable. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Une fois qu'on a eu cette C'est conversation. intéressant, moi j'aimerais savoir plus, j'aimerais savoir avoir les détails de ce qui s'est passé, voir si c'est vraiment ça ou c'était juste une projection qu'on s'est faite pour des différentes raisons. Mais... En même temps, maintenant qu'on a le papier avec l'adresse, je crois qu'il y a plus trop de doutes là. Je crois que c'est... je sais pas, c'est une liste de... C'est une liste. C'est un tableau qui a été fait par le commissaire laitier, donc qui était en charge de l'affaire. Et il y a à la fois des victimes que je reconnais, qui étaient répertoriées, et des victimes dont j'ai jamais entendu parler. En même temps, en 1986... Je suis né en 86, donc... T'es né quel jour ? Le 15 mai. Ben, c'était le 21 juin. T'avais 1 mois et 1 semaine. Oui, c'est ça. Donc il y a eu une reconstitution, donc je pense que peut-être que je peux retrouver les détails, savoir où elle a été tuée. S'il y a une reconstitution, c'est que c'est bien ça, hein. Je veux dire... Comment on pourrait expliquer cette histoire en fait ? Donc vous avez senti ces fantômes, ces présences dans cette chambre. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que les murs ont gardé la mémoire de ce drame. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'ils viennent faire en fait, ces fantômes ? C'est très difficile de savoir. Après, si on veut être plus rationnel, on peut se dire que c'est pas forcément des fantômes, que c'est peut-être des énergies qui circulent encore, effectivement, que les murs, gardent certaines énergies qui ressortent, et que, évidemment, un crime, c'est tellement violent que ça implique un déploiement d'énergies qui sont peut-être stockées dans le lieu. Enfin, on peut imaginer ça, hein. Après, moi, j'ai vu que la personne que je sentais, le jeune homme que je sentais, me faisait peur. En fait, il était relativement menaçant. J'ai pas l'impression si c'est bien un fantôme qui revenait avec des remords, quoi. C'est comme s'il revenait et qu'il était toujours dans une sorte de hargne, de colère, enfin quelque chose de très violent qui était toujours en lui. Enfin, moi, c'est ça que je sentais, quoi. Toi, t'as ressenti de la colère en lui ? Ah oui, moi, je sentais là ce poids qui s'asseyait sur le lit était vraiment comme dans une sorte de rage, en fait. Enfin, c'était un truc assez bizarre. Donc, est-ce qu'il serait hanté par ces crimes ? Peut-être oui, mais pas dans une optique de remords pour moi. Dans une optique plutôt de perpétuer cette colère, en fait. Après, la vieille dame, je sais pas, toi, ce que tu ressentais, si il y avait des émotions autour d'elle ou pas, mais... Pour moi, c'était plutôt paisible, en fait, mais c'était... Il y avait quand même un sentiment d'étrangeté. Enfin, c'était quelque chose qui n'était pas censé être là, en fait. Et du coup, pour moi, c'était étrange. Mais en soi, pour moi, c'était pas une présence négative ou violente. Voilà. Après, pourquoi est-ce qu'il y a eu ça ? Franchement, je pense pas qu'on puisse expliquer. On dit que les fantômes reviennent parce qu'ils n'ont pas conclu quelque chose ou parce qu'il reste quelque chose à terminer ou un trauma lié à un lieu. Là, clairement, je crois qu'il y a... En tout cas, pour la vieille dame, ça paraît logique, mais... Ce qui est marrant, c'est qu'à cette soirée, là, moi, je suis plutôt... mon métier, c'est de poser des questions. Donc, quand j'ai mon micro, j'en pose beaucoup. Mais souvent, quand je suis dans une soirée, je suis assez mal à l'aise. Je parle peu aux gens et... Alors, toi, je t'ai trouvé très timide, Mikraï. Mais Irène, je sais que je t'ai bombardé de questions. Et je me disais, mais en fait, c'est pas possible. Il faut que t'arrêtes de lui poser des questions. Mais quelque part, c'est comme si... tu vois, il y avait un truc presque écrit, en fait, déjà. C'est-à-dire que... Pour moi, c'est vraiment incroyable. C'est une énorme coïncidence. Vous vous rendez pas encore compte, mais vous allez comprendre. On commence à comprendre, en fait, que c'est quelque chose de très, très spécial, quoi. Ouais. C'est pas rien. Oui, non, pas du tout.
Non, c'est ça. Puis même dans l'histoire d'un pays, enfin, je veux dire, si c'est le serial killer, enfin le tueur en série qui a tué le plus de vieilles dames, qu'il a tué 40 vieilles dames en l'espace de quelques années dans un pays, donc voilà, ça crée quelque chose aussi d'historique. Et c'est vrai que nous, cette histoire, on n'y pensait plus, hein, mais tu vois, dès que tu m'as parlé de ce que tu faisais, ça m'est tout de suite revenu. Et c'est un truc qu'on avait quand même gardé à l'esprit, de se dire, bon, bah... On a été confinés dans un appart où, d'après une voisine, il y a eu ce meurtre, quoi. Donc bon, on n'y pensait plus, mais malgré tout, ça nous intéresse aussi. Mais ce qui serait pas mal, ça serait que tu puisses aller rencontrer la fameuse doyenne, parce que c'est elle vivait dans l'immeuble à ce moment-là, en fait, si j'ai bien compris. Et elle devait certainement connaître cette dame, donc je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à te dire, peut-être beaucoup plus précises. Est-ce que vous voulez bien qu'on y retourne tous les trois, ou alors avec l'un de vous deux ? Oui, on pourrait faire ça à un moment. Ça vous dérange pas trop ? Non, bien sûr. Non, mais c'est intéressant. Et en plus, moi, c'est les histoires sur les immeubles, etc. Savoir un peu ce qui s'est passé et tout, ça m'intéresse, ouais. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rechercher chez moi dans mes archives, voir si je trouve des informations, et puis on essaie de se revoir dans pas trop longtemps. Oui, bien sûr. Bah, ça serait le mieux, ouais. Bon, bah, bientôt, rentre À bientôt, bien. ouais, merci, bon week-end. À toi aussi. Ciao. Je redescends. Il pleut. Bon, maintenant, je retourne dans le 14e arrondissement. Il faut que je continue à travailler sur Estelle Donjou. C'est ça qui est difficile avec cette affaire. C'est qu'il y a plein de fils à tirer et que je peux pas aller dans toutes les directions à la fois. Et c'est aussi pour cette raison que ce podcast devrait durer des années. Et vous avez la preuve maintenant que cette affaire me poursuit, comme si les victimes ou les tueurs venaient me chercher tout le temps, sans me laisser de repos. Je récupère mon vélo. À suivre. Merci à vous d'avoir écouté cet étrange épisode. Pour les contributeurs au Patreon de Cerno, rendez-vous la semaine prochaine pour un complément d'anti-enquête sur patreon.com/Cerno, et pour les autres, dans 15 jours sur votre appli pour l'épisode 85. Bon dimanche, et surtout n'oubliez pas... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Oui, bien sûr.